Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors, bonjour, chers collègues. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde la question importante de la relaxation chez les enfants. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux experts du Centre Le Cap. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Rivet, qui est travailleuse sociale. Salut, comment tu vas? Ça va bien? Oui, good, Oui. tant mieux. Je suis également accompagnée de Janielle Lahaye, Ouais. qui est psychoéducateur. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu là, ce que vous faites au Centre Le Cap. C'est quoi votre travail? Donc, toi, en tant que travailleuse sociale, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc, dans le fond, on n'a pas le même titre, mais on a presque le même rôle. OK. Donc, de mon côté, moi, ma clientèle, c'est surtout 12 à 18 ans. OK. Donc, je suis dans un programme dans une école secondaire à Orléans. Puis, c'est vraiment pour les enfants de 12 à 18 ans, fait que plutôt les adolescents. OK. Mais c'est des adolescents qui ont la difficulté à fonctionner dans un contexte scolaire plutôt régulier. Donc, ils viennent dans notre programme où on essaie d'aller voir plutôt la racine de qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile de fonctionner OK. en milieu scolaire régulier. Puis, donc, on collabore avec les gens qui sont impliqués auprès d'eux, les parents, L'équipe école. l'équipe école. Donc, on a des enseignants au sein du programme OK. aussi. Mais de la thérapie, puis c'est plutôt au niveau santé mentale OK. en premier lieu, puis ensuite volet scolaire. OK. Intéressant. Je ne savais même pas que ça existait, ça, nécessairement, dans votre programme. Merci. Janielle, de ton côté, donc tu es psychoéducateur. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, un psychoéducateur? C'est une bonne question. Donc, c'est une profession de la relation d'aide au même titre que les travailleurs sociaux, que les sexologues, les criminologues, les psychologues. Vraiment, une caractéristique importante de la psychoéducation, c'est qu'on va vraiment travailler dans l'environnement de la personne. Donc, on va venir travailler avec les difficultés d'adaptation. Puis, la psychoéducation va définir l'adaptation avec, dans le fond, l'interaction entre les ressources individuelles de la personne et les ressources environnementales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu parles avec un psychoéducateur, quand on pose cette question-là, comme pourquoi la psychoéducation, bien souvent, on va avoir un peu un discours de comme, ben, moi, je voulais être un clinicien de terrain. Donc, des fois, peut-être, je m'étais posé la question, est-ce que je m'en vais en travail social, en psychologie, puis je trouvais que c'était un petit peu trop bureau. La psychoéducation va vraiment venir répondre à ce désir-là que j'avais de mon côté, de travailler dans l'environnement de la personne. Donc, de mon côté, au CAP, je suis dans une école primaire. Donc, j'étais avec les enfants de 6 à 12 ans OK. qui avaient des difficultés comportementales dans un environnement scolaire régulier. Donc, ça les empêchait de fonctionner au plein potentiel de leur capacité. Et donc, ils viennent dans un programme intensif spécialisé qu'on appelle un centre de traitement de jour. Et puis, dans ce centre-là, on a un volet académique, comme que Geneviève expliquait. C'est vraiment ça se ressemble, mais elle est avec les adolescents. Et puis, on a un volet académique, on a un volet de santé mentale. Puis, de mon côté, je suis clinicien dans le programme. Donc, je vais travailler avec les éducateurs et avec les enfants pour résoudre ces difficultés-là qui les empêchent de fonctionner dans un environnement scolaire régulier. Et donc, en psychoéducation, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment travailler, mettons, dans la classe. Je vais aller dans la classe observer, je vais aller avec les enfants directement intervenir auprès d'eux dans tout leur environnement. Donc, c'est souvent ce qui est caractérisé la psychoéducation. Wow. Ouais. Intéressant. Donc, Janielle, lui, c'est plutôt comportemental, puis les jeunes. Ouais, c'est une clientèle beaucoup plus jeune. C'est ça. Donc, de mon côté, c'est plutôt vécu internalisé parce qu'on a un autre programme qui c'est plutôt externalisé. Nous, c'est plutôt internalisé, dépression, anxiété. OK. C'est ça la etc. différence en tant qu'externalisé Ouais. et internalisé. Oui, qui vont vivre leurs problématiques, leurs difficultés. OK. Donc, on a un beau... je trouve qu'on a deux experts très, très compétents pour cette question importante-là. De la relaxation chez les enfants, j'imagine que c'est un outil que vous utilisez beaucoup, une tactique que vous utilisez beaucoup. Alors, première question, c'est pourquoi est-ce que c'est important, la relaxation chez les enfants? Ouais. On en parle beaucoup de la relaxation chez les enfants. Je pense qu'on en parle beaucoup dans le monde numérique. C'est comme si, au niveau de plus globalement, la méditation, tout ça, les parents se posent beaucoup de questions, comme ça veut dire quoi, c'est quoi. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur le sujet. Okay. Et puis, il y a comme des tendances qu'on observe au niveau de la relaxation. Il y a beaucoup de bienfaits. Et puis, ces bienfaits-là, on va les décortiquer, puis on va en parler ensemble aussi. Je pense que les parents, ils se posent des questions à ce niveau-là. Là. Donc, les études vont démontrer qu'il y a comme certaines sphères, il y en a beaucoup de sphères, là, que les exercices de relaxation vont venir développer chez les enfants, mais les sphères principales, c'est vraiment au niveau de la régulation de l'attention,
Donc, les enfants, en pratiquant de façon constante les exercices de relaxation, ce que les études démontrent, c'est que ça va améliorer leur capacité à orienter leur attention sur une tâche, ça va augmenter leur capacité à un peu filtrer les éléments de leur environnement qui sont peut-être moins pertinents. Donc, moi, je suis dans un contexte scolaire, là, donc je vais donner beaucoup d'exemples dans un contexte scolaire, mais de me concentrer sur ma prof devant moi, mon enseignante, et peut-être moins sur les éléments de mon environnement qui sont un peu moins pertinents. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de résultats dans les recherches qui sont démontrés, qui vient un peu expliquer aussi pourquoi peut-être qu'ils en ont besoin. Et ça a des bienfaits. Ensuite, je pense que c'est important de mentionner que dans les études, il y a comme une taille d'effet. Ce qu'on veut dire par taille d'effet, c'est que les effets de la relaxation sont de léger à modéré. Généralement, c'est ce qu'on retrouve dans les études. Donc, en d'autres mots, il va y avoir des bienfaits positifs à la relaxation, mais ça ne va pas tout guérir non plus. Il ne faut pas tomber un peu dans le piège, puis là, je ne veux pas trop avancer non plus, mais comme il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Puis je pense que même si on a des difficultés d'attention, je pense à un enfant avec un TDAH, un trouble du déficit de l'attention, c'est pas parce qu'on fait des exercices de relaxation nécessairement qu'on ne sera plus inattentif. Mais ça va nous aider, puisque les études démontrent, c'est que ça va nous aider de léger à modéré, dépendamment de toutes sortes de facteurs. Donc là, j'ai parlé beaucoup de l'attention, mais ça vient aussi améliorer les fonctions exécutives. Donc encore là, quand on parle du TDAH, mais les fonctions exécutives, c'est tout au niveau de la planification, l'organisation, la régulation émotionnelle aussi. Les études vont venir démontrer que les exercices de relaxation chez les enfants, ça l'aide beaucoup au niveau juste de réguler nos émotions. Et puis finalement, au niveau des comportements prosociaux, c'est la 4e sphère là, dans les études qui est beaucoup rapportée comme ayant des bienfaits. Donc au niveau de comment se présenter, au niveau des habiletés sociales, ça vient, évidemment, ça vient calmer les enfants. Donc c'est un peu comme un effet indirect. Maintenant que l'enfant il est plus calme, il développe généralement des comportements prosociaux qui sont favorables à son fonctionnement adaptatif. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de sphères qui sont étudiées. Puis, finalement, quand on pense à les exercices de relaxation, ce que ça fait ultimement, c'est que ça apprend à l'enfant à orienter son attention vers lui-même et non vers le monde extérieur. Quelque chose que, on parle beaucoup des enfants, mais je pense que tout le monde, adolescent, adulte, pourrait bénéficier à ce niveau-là d'apprendre à orienter notre attention vers nous-mêmes. Qu'est-ce que je ressens? Puis je pense que dans un monde où est-ce que constamment, quand tu regardes autour de nous, plein d'écrans, que ce soit des écrans, que ce soit du son, que ce soit toutes sortes de stimuli environnementaux, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on perd un peu cette habitude-là de comme se poser des questions juste à l'intérieur de nous, qui n'est pas nécessairement de l'exercice de respiration ou de méditation, mais juste d'orienter son attention vers soi, puis de comme comment je me sens en ce moment, puis à quoi est-ce que je pense, puis un peu d'être en connecté avec soi-même. Donc, ultimement, les exercices de relaxation vont venir aider les enfants à développer cette habileté-là. OK. Ouais. Puis avant d'aller dans les exercices de respiration, là, au sujet directement, ça serait quoi comme des exemples de difficultés que les parents ils peuvent rencontrer en mettant en place des exercices avec leurs enfants? Oui, c'est une bonne question. Je pense que premièrement, il peut y avoir des attentes irréalistes envers les exercices de relaxation. J'en ai parlé un petit peu tantôt, puis je pense qu'on peut décortiquer un peu ce que je veux dire par là. Les symptômes d'inattention ou les symptômes juste, mon enfant a de la difficulté à gérer sa colère ou il a de la difficulté à gérer son stress. On peut définitivement commencer à mettre en place des pratiques d'exercices de relaxation, puis on va venir aussi tantôt voir comment on peut mettre tout ça en place, mais ça ne va pas disparaître du jour au lendemain parce qu'on fait 10-15 minutes de relaxation. Ça va aider. Définitivement, ce n'est pas inutile, mais je pense que c'est une attente irréaliste que les parents peuvent avoir à ce niveau-là. Donc, faire attention. Un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est que l'âge, c'est vraiment un facteur qui est important quand on pense à un jeune enfant. Généralement, ce que les études vont nous démontrer, c'est que c'est un facteur qui est très qui va venir modérer l'effet de l'exercice. Ce qu'on veut dire par là, c'est que généralement, les adolescents puis les enfants un petit peu plus vieux, je pense à des enfants peut-être de 8, 9, 10 ans, vont commencer à avoir plus de bénéfices de l'exercice que des jeunes enfants d'âge peut-être préscolaire. Puis là, je ne veux pas dire par là que les exercices, avec un enfant de 5 ans, c'est complètement inutile. Mais je veux juste dire que le cortex préfrontal se développe avec l'âge. Donc, nécessairement, quand on fait des exercices de relaxation, on demande à l'enfant de s'asseoir avec lui-même puis d'être concentré puis d'être assis puis tu sais, des fois c'est protocolisé, des fois il y a certaines étapes à faire. Ça demande à l'enfant un certain niveau de base déjà de maturité puis fait que c'est comme ça il prend des habiletés qu'on essaye de développer avec les habiletés de relaxation. Donc ce que les études vont noter, c'est que chez les adultes définitivement ça a beaucoup de bienfaits, puis chez les ados, chez les enfants, c'est ça, avec l'âge ça augmente un petit peu. Il n'y a pas de consensus aussi, c'est une autre chose, peut-être les parents doivent faire attention. Là. Il n'y a pas de consensus dans la littérature à savoir est-ce que faire plus d'exercices de relaxation va
corrélé avec plus de bienfaits. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être le parent pourrait penser que, hey, il faudrait que j'en fasse, il faudrait qu'avec mon enfant, je fasse ça à tous les jours, à tous les mois de chaque année, comme tout le temps, pour avoir des bienfaits. Alors que, tu sais, tu as certaines études qui vont démontrer que, comme, oui, plus que tu en fais, plus que tu as de bienfaits, mais en même temps, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Il y a des études qui ne vont pas voir cette corrélation-là, en fait. Donc, ce qui est, moi, le conseil que je donne toujours aux parents avec lesquels je travaille, puis ce que les études vont suggérer aussi, c'est de miser sur la qualité de la pratique et non sur la quantité. Donc, tant qu'à faire ça sur le coin d'une table à chaque jour, 15 minutes, puis c'est vite fait, puis c'est forcé, puis l'enfant ne veut pas nécessairement, peut-être de miser sur une pratique par semaine. Peut-être de le faire 15 minutes dans une semaine, ben c'est déjà beaucoup pour commencer pour l'enfant, puis ça l'instaure des habitudes qui sont saines, puis d'y aller en qualité, de faire la pratique au complet, au lieu d'essayer d'en faire plein, puis d'essayer de faire toutes sortes de choses. D'autres choses que les parents peuvent rencontrer, c'est vraiment que l'enfant peut résister à ces exercices-là, puis la résistance est normale. Je pense que le parent doit accueillir le fait que, tu sais, surtout à des enfants, écoute, ils ont des téléphones cellulaires de plus en plus jeunes, puis je pense que c'est des exercices qui, fondamentalement, ne sont pas, au niveau de la dopamine que tu vas recevoir à t'asseoir 15 minutes, puis à faire un exercice de respiration ou un exercice de relaxation de tout genre, ben c'est difficile de compétitionner avec la Switch, ou c'est difficile de... Tu sais, je pense que l'enfant va trouver ça plate. Il va avoir de la résistance, c'est certain. Puis je pense qu'il faut jongler avec cette résistance. Il faut vraiment prendre cette résistance-là, puis aller faire une danse un peu. Moi, je parle des parents d'une danse. Donc, l'enfant, il recule, on va reculer un petit peu, puis là, on va avancer avec l'enfant, puis on va essayer de trouver comment on peut trouver ce qui fonctionne pour lui. Ouais. Je trouve aussi, je remarque avec mes enfants à l'école, dans les salles de classe, de plus en plus jeunes, ils commencent à pratiquer la relaxation ou la méditation, les moments tranquilles ou des trucs comme ça, ce qu'on n'avait pas, nous, quand on était à l'école nécessairement. Là. En tout cas, moi, je me souviens pas de ça. Ça doit avoir peut-être un impact sur au moins la compréhension de l'enfant à c'est quoi relaxer, peut-être un petit peu plus. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans vos pratiques. Ah oui, vraiment. Des fois, quand j'ai des adolescents ou des enfants avec moi dans des sessions thérapeutiques, je vais leur montrer différents exercices, puis ils disent « Ah oui, mon enseignante nous montre ça », puis ils sont en première année ou même plus jeunes que ça. Fait que c'est vraiment intéressant, soit le petit papillon ou la main. C'est ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Tu sais, probablement qu'ils pourraient nous apprendre des choses à nous, les adultes, là, parce que... Absolument. Exact. Donc, quand que l'enseignant a déjà montré cet exercice-là, puis que le parent a appris cet exercice-là ailleurs, puis qu'il apporte ça à la maison, mais l'enfant, comme que tu as dit à un autre moment donné qu'on jasait dans les corridors, qu'ils doivent l'entendre d'une autre personne. C'est ça. Donc, ça vient ajouter, ça vient aider aux parents de mettre en place. Ça confirme un peu la suggestion, dans le fond, quand ça vient de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vraiment facile pour un parent de mettre ça en place à la maison. Puis je pense qu'il un peu comme que Genève l'a vécu, finalement, que tu sois une professionnelle ou un parent, quand l'enfant t'a dit « j'ai déjà fait ça à l'école », ben, ça facilite les choses. Au niveau de juste de mettre en place des routines. Et la connaissance. Tantôt, tu as parlé de résistance. J'ai déjà eu aussi des parents qui me sont revenus. Puis ils disaient, on a essayé la stratégie, ça ne fonctionnait pas, étant donné que l'enfant ne voulait pas, il résistait. Puis là, je demande, OK, il était dans quelle zone? Est-ce qu'il était dans le vert? Est-ce qu'il était prêt à mettre en place ces exercices-là? Puis ils disent, ben non, il était en crise, puis il ne voulait rien savoir. Fait que c'est... Les techniques sont à utiliser il y a un bon quand moment. l'enfant, exactement, un bon moment, mais quand l'enfant est calme, quand il est disposé, quand il est prêt à pratiquer. Surtout quand on veut que l'enfant apprenne ces exercices de relaxation-là. Ben justement, comme Genève l'a dit, il faut qu'il soit disposé à apprendre. Puis si on pense juste au cerveau humain, je veux dire, l'apprentissage se fait dans des contextes extrêmement spécifiques. Si je suis au milieu d'une bibliothèque puis la bibliothèque est en feu, ça va être difficile pour moi d'apprendre puis d'étudier et je vais juste vouloir quitter la bibliothèque, naturellement, elle est en feu. Au même titre qu'un enfant, s'il est en colère, mais il y a du feu à l'intérieur de lui. Apprendre l'exercice de relaxation va être très, très, très difficile. Il n'est pas disposé à ça. Fait que c'est vraiment ce qu'on va travailler avec les parents, c'est de mettre en place ces activités-là quand ils sont à leur niveau de base émotionnel, quand ils vont bien. Puis ce qui est bien avec ça, c'est que par la suite, quand l'enfant il a intériorisé cette pratique-là, là, on va pouvoir aller vers, OK, là, tu es en colère. Rappelle-toi qu'est-ce qu'on faisait
sais, hier ou avant-hier, quand tu n'étais pas en colère. Tu sais, la respiration qu'on faisait ensemble. Puis à un moment donné, ce qui est bien, puis je l'ai observé dans un contexte scolaire, puis ça peut être aussi à domicile, quoi que ce soit, où est-ce que l'enfant va le mettre en pratique quand il se sent en colère. Mais ça, c'est comme l'étape suivante. Tu sais, on veut juste commencer par le mettre en place quand il n'est pas nécessairement en colère ou stressé. OK. Fait qu'on lui donne une petite boîte à outils, là. Ouais. Pour que quand il vive des émotions qui sont difficiles, il y ait cette boîte à outils-là. Mais de construire cette boîte à outils-là quand il est en colère, ça va être un peu plus difficile. C'est ça. Ouais. OK. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, ça ressemble à quoi, ces exercices de relaxation? Absolument. Donc, je pense qu'avant qu'on parle plus spécifiquement des exercices de relaxation, puis qu'on les décrit, je pense qu'il y a certains principes quand même que je veux qu'on garde en tête. L'approche générale qu'on veut utiliser avec les exercices de relaxation, c'est qu'on peut présenter ça sous forme de jeu. Puis je pense que ça va être important pour les parents de garder ça en tête, que comme c'est pas nécessairement... Je pense que si le parent, l'enfant arrive à la maison, il a déjà fait 7-8 heures à l'école, puis l'enfant pourrait percevoir la pratique de relaxation comme un autre devoir, comme un autre travail, alors que ce qu'on peut faire, c'est vraiment transformer ça en jeu avec l'enfant, puis que l'enfant il ait du plaisir. Comme je mentionnais tantôt, c'est normal que l'enfant va trouver ça plate. Il veut, encore là, dans son environnement, il est habitué à faire des choses qui sont pas mal plus le fun. On va se dire ça comme ça. Là. Donc, à ce niveau-là, les exercices de relaxation vont toujours essayer d'être tournés en forme de jeu. Puis les parents, c'est les experts de leurs enfants, puis ils vont savoir, hey, moi, mon jeune, il aime ça bouger. Ou il y en a qui n'ont peut-être pas un profil hyperactif, il y en a que ça va plus être, mon enfant, il aime ça au niveau sensoriel, il aime ça regarder des images, il aime ça juste être comme sentir des choses, écouter des choses. Il y a des jeunes enfants qui sont passionnés par la musique. Il y a plein d'exercices de relaxation qui portent sur le son, par exemple. Donc, à ce niveau-là, c'est un principe à garder en tête. Puis un autre principe à garder en tête quand on parle d'exercices de relaxation aussi, ça va être d'adapter ces pratiques-là qu'on va présenter en fonction de l'âge, puis justement, comme je disais, en fonction de ses intérêts. Donc, je pense que, avec des enfants qui sont peut-être un peu plus vieux, qui approchent l'adolescence, qui sont peut-être en pré-adolescence, on va se permettre peut-être de faire des pratiques qui sont un peu plus complexes, ou peut-être qui demandent un peu plus d'autonomie chez l'enfant, alors que quand l'enfant est en jeune âge, comme si j'ai un enfant de 6 ans dans un contexte scolaire devant moi, je ne vais pas lui demander un protocole super compliqué, qui est comme avec 8 étapes d'intériorisation puis de pleine conscience. Tout ça. Comme je pense qu'il faut respecter le rythme de l'enfant puis son âge, fait que le parent aussi garder ça en tête. Oui. Donc, les exercices de respiration, on va en parler un petit peu. J'en propose, mais il y en a plein. Oui. Puis aussi, mais on va partager aussi certains outils. À la fin, comme les parents vont pouvoir consulter des sites qui sont intéressants pour ça. Donc, on a comme, je dirais, dans tous les exercices que je vais présenter, on a 2 catégories. On va avoir la catégorie de la respiration. Okay. Tout ce qui tourne alentour de, naturellement, comment que l'enfant respire, puis d'y apprendre à avoir un rythme de respiration qui est calme, qui est détendu. Et puis, on a un autre genre de catégorie qui va plus toucher au physique, au bouger, qui va peut-être même moins mettre l'emphase sur la respiration, puis un peu plus sur les mouvements, peut-être de développer l'équilibre avec l'exercice de l'arbre. Donc, il y en a plusieurs que je vais présenter. Puis, moi, je pense qu'encore là, il faut l'adapter aux enfants. Il n'y a pas un style d'exercice qui est meilleur qu'un autre. C'est vraiment juste de penser en fonction de ce que nos enfants y vivent dans un contexte scolaire où est-ce que je peux travailler avec des enfants, par exemple, qui ont des difficultés à réguler leur colère. Okay? Quand on pense juste qu'on prend un pas de recul, on laisse faire les enfants, on pense à l'humain. Quand on est en colère, physiologiquement, comment est-ce qu'on respire? On va respirer rapidement, ça va être des petites respirations. Puis ça, c'est évident quand tu vois un enfant. Tu sais, les adultes, évidemment, à un moment donné, on a appris à plus faire ça, mais quand je regarde un enfant à l'école devant moi puis il est en colère, là, évidemment, il va avoir des signes physiques, mais la respiration, si on se concentre sur la respiration, est très rapide, est très courte. Puis ça a une fonction biologique, il est en train d'oxygéner ses extrémités, ses pieds, ses mains, parce que là, c'est le fight or flight. Il va courir ou il va se battre avec toi. Puis ça, c'est comme, c'est son mode, c'est un mode primitif. Fait que ce qu'on veut faire avec nos enfants, c'est déconstruire ça. Puis ça part avec la respiration. Donc, fondamentalement, avec la respiration, on veut expirer plus qu'on inspire. Donc ça, physiologiquement, ça va détendre le corps. Il y a des façons de faire ça aussi. Mais c'est ça. Si on inspire plus qu'on expire, là, naturellement, on prend plus d'oxygène en nous. Puis à ce niveau-là, ça a comme un effet inverse. OK. Mais là, avec ton exemple, par exemple, est-ce que cet enfant-là là, qui respire et qui est choqué, là, c'est-tu tout de suite que tu lui... Non, ça, c'est un bon élément. Non, c'est pas tout de suite, mais ce qu'on veut apprendre à faire, c'est... Là, je me base sur le principe que cet enfant-là, on en a déjà fait avec lui. Je suis pas en train d'introduire quelque chose de nouveau. Il sait où est-ce que M. Janiol s'en va avec son intervention, puis de lui rappeler son outil qui est l'exercice de respiration. Mais en effet, je ne vais pas introduire ça avec lui, puis « Hey, je vais t'apprendre quelque chose » parce qu'il n'est pas dans une situation d'apprentissage. Est-ce qu'il faut qu'il relaxe un petit peu avant ou...
avant de faire l'exercice de respiration? Tu sais, comme entre la crise puis l'exercice de respiration, en tout cas, tu en parleras sûrement, mais pour les parents, quel délai, là? Oui, OK. Je vais décrire les activités, puis peut-être que ça va faire plus de sens par la suite, puis je vais peut-être pouvoir essayer de rentrer ta question dans tout ça. Fait que, au niveau des exercices de respiration, on peut aimer présenter la fleur et la bougie. Donc là, je pense à une jeune enfant, on va lui demander d'inspirer comme si elle sentait une fleur. Puis encore là, quand on dit d'adapter la pratique, ça peut être littéralement d'avoir une fleur. Puis il n'y a rien de mieux pour un apprentissage que d'avoir le stimuli olfactif d'une fleur qui sent bonne. Donc, de respirer la fleur, puis après ça, de souffler sur la bougie. Donc là, ça, c'est juste un jeu. On joue avec l'enfant à respire la fleur, souffle sur la bougie. Puis encore, peut-être pas une vraie bougie, mais c'est juste un principe de bougie. Puis encore là, c'est des mots que l'enfant il connaît. Puis ça peut permettre juste de sens la fleur, sens comment elle sent bonne. Puis en même temps, on est en train de développer ses habiletés à juste respirer puis prendre des grosses respirations. Encore là, on construit les bases avec l'enfant. Quand l'enfant va être en colère par la suite, ça va être plus facile de revenir à ça. Donc ça, c'est un exemple. La fleur et la bougie, on peut faire ça 3 à 5 fois avec l'enfant. Sens la fleur une fois, grosse respiration, puis souffle sur la bougie une première fois. Puis là, on fait ça 3 à 5 fois. Ça peut être bien. Puis, Janielle, désolée de te couper, mais c'est ça. Donc, comme que tu mentionnes, ça apprend à l'enfant de bien respirer. Puis le principe, inspirer, on inspire et on expire. Mais souffler la bougie, des fois, les enfants vont faire comme... c'est fini. Donc, des fois, qu'est-ce qui peut aider, c'est d'apporter comme des petites bulles. Mais tes petites bulles, si tu fais, il n'y en aura pas. Là. Fait que doucement, lentement, plus tu vas avoir des bulles, mais là, c'est ça qu'on veut encourager. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Sinon, encore une fois, au niveau de la respiration, peut-être qu'une pratique que je vais faire avec un enfant qui est un petit peu plus vieux, peut-être 9, 10 ans, 11 ans, peut-être au niveau de la respiration carrée. La respiration carrée vient juste essayer de réguler ton rythme de respiration. Donc, ça va vraiment ressembler à une inspiration par le nez pendant 3 à 4 secondes. Moi, je vais me faire 4 secondes, donc je vais inspirer pendant 4 secondes. Je vais prendre une pause de 4 secondes. Puis ensuite, je vais expirer pendant 4 secondes. Je vais prendre une pause de 4 secondes, puis je vais recommencer. Donc, ça ressemble vraiment... Oui. Okay. 3, 4. J'attends un petit peu. Puis je compte dans ma tête, right? Puis je le fais avec les enfants. Puis ça, c'est vraiment, ça va faire partie des trucs aussi qu'on peut donner aux parents. C'est de le faire avec l'enfant. Puis de pas juste fais-le, puis moi, je le fais pas. Ultimement, c'est le parent, il le fait avec l'enfant. Il y a comme une corrélation à ce niveau-là qui se transmet de comme, hey, comme je vois que mon père ou ma mère est en train de le faire devant moi, il n'y a rien de mieux pour l'apprentissage. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de la respiration carrée. Ça demande à ce que l'enfant puisse compter. Puis de maintenir en tête aussi que c'est comme protocolisé. Puis si on veut réguler la respiration, il faut vraiment qu'on essaie de respecter ce carré-là, justement, la respiration carrée. Donc, à ce niveau-là, c'est ça, respiration carrée. Sinon, la respiration avec la main. Une autre respiration, tantôt, Geneviève y faisait référence. Donc, est-ce que tu veux l'expliquer un petit peu? Je vois que tu fais les signes de la main. Vas-y. Bien, dans le fond, toutes les stratégies qu'on présente, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on les a avec nous en tout temps. On a notre main avec nous en tout temps. Puis, c'est vraiment d'y aller, on inspire, on monte c'est comme des petites montagnes, nos mains, nos doigts. Donc, on inspire et on expire. Donc, on vient tracer notre main. Avec la puis, respiration. ça nous permet d'avoir 5 bonnes respirations lentes. Oui, puis ça permet aussi à l'enfant, comme il se touche. Puis tu sais, on peut sous-estimer ça aussi. Moi, je travaille aussi avec une clientèle peut-être qui présente sur le plan clinique un trouble du spectre de l'autisme aussi. Puis juste au niveau sensoriel, d'apporter l'enfant à se reconnecter avec ses sens peut le déconnecter de sa tête aussi. Tu sais, quand tu entres dans un monde vraiment où est-ce que tu es dans ta tête puis tu stresses beaucoup, mais là, comme dans la pratique, si tu la respectes, tu te touches. Puis tu sais, tu te ground un petit peu sur toi-même. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. La respiration du dragon aussi, c'est une activité qu'on a déjà faite dans mon milieu de travail à l'école primaire. Où est-ce que... Puis là, c'est vraiment... C'est du bricolage aussi à ce niveau-là. Donc, on emporte le parent, c'est pas cher. Je veux dire, tu te prends un rouleau de napkin vide, évidemment. Donc là, tu as comme un tube. Puis ça peut être un papier de toilette aussi. Il n'est pas obligé d'être très long. Puis tu vas... Bon, l'enfant va... Tu vas l'apporter à dessiner ce rouleau de papier de toilette-là. Puis, on va faire un dragon.
Donc, ça va devenir un dragon, ce rouleau-là. Fait que là, l'enfant le colorie à sa façon, à ses préférences. Puis, moi, à l'école, on a des faux yeux. Donc, on va venir coller les yeux sur le rouleau. Oui. Puis là, ce qu'on va faire qui est important aussi, c'est qu'on va venir coller à l'extrémité du rouleau des petites banderoles, des petits papiers. Ça peut juste être du papier, des guirlandes ou quoi que ce soit. Puis on va demander à l'enfant de faire respirer le dragon. Fait que là, l'enfant va prendre le rouleau, puis il va souffler dedans. Oui. Puis comme le dragon, puis là, c'est le fun, comme surtout les jeunes enfants. Encore là, peut-être un préadolescent va être moins intéressé par ça, mais un jeune enfant il va voir les feuilles du dragon devant lui, puis tu sais, comme leurs yeux s'illuminent, mais ils jouent. En ce moment, encore là, ça fait référence au principe de jeu. Ils sont en train de jouer, mais ils sont en train de respirer. Et ça, ils s'en rendent moins compte. Quand ils s'en rendent pas compte, souvent, je trouve que ça passe mieux. Ben oui. Comme la pilule, elle rentre un peu mieux. Mais ils sont en train de faire des grosses expirations. C'est ça. Wow. Ça a le même effet. Fait que ça, encore là, c'est une forme de jeu. Puis finalement, un autre exercice qu'on peut proposer, c'est la respiration avec la peluche sur le ventre. Fait que l'enfant, il est couché sur le dos. Puis là, c'est une peluche, puis tu sais, avec lequel il y a un bon lien. Tu sais, c'est une peluche, tu sais, je pense encore une fois à un jeune enfant où est-ce qu'il aime vraiment ce toutou-là. Puis quand il est couché sur le ventre, en fait, s'il se positionne de la bonne façon, peut-être avec la tête en angle, pas obligé, mais puis qu'il la place sur son ventre, s'il prend une grande inspiration, ben là, son ventre, il va comme... C'est ça. Ouais, puis le toutou va diminuer. Donc là, il va comme sortir de son champ de vision s'il est placé correctement. Puis souvent, ça, encore là, quand je le montre à un enfant ou quand je le montre à un parent, je vais le faire avec les parents aussi, juste une fois ou deux. Si tu le fais trop longtemps, tu tombes endormi. Là, fait que tu fasses attention. Mais comme, sur les lieux de travail, ça c'est ça. Puis là, comme mon Dieu, ça fait 20 minutes que mon professionnel dort. En tout cas, c'est une grosse affaire. Fait que là, c'est pas une grande inspiration. Le toutou, il quitte le champ de vision de l'enfant. Il gonfle. Ouais, puis là, quand il gonfle, il apparaît. C'est ça. Right? C'est ça. Donc, quand on inspire, le ventre gonfle. Ah donc, oui, on c'est ça. voit. Puis là, on voit la... J'ai étudié le contraire. J'ai étudié quand on expirait le ventre. Oui, ben c'est ça. Mais Quand vous comprenez le principe, ouais, finalement. Le ventre, il se gonfle puis il se dégonfle. ouais. Je me suis peut-être trompé dans la... Le toutou, Exactement. Puis là, il apparaît dans le champ de vision de l'enfant, il quitte le champ de vision de l'enfant. Puis encore là, ça peut être sous forme de jeu. Mais c'est ça. C'est une pratique que j'ai eu du succès avec cette pratique-là. Puis là, donc là, on parlait beaucoup de respiration, mais au niveau corporel puis au niveau du bouger, il y a d'autres formes de... Tu sais, tu dis, mon enfant, peut-être qu'il n'aime pas ça, les exercices de respiration. Ben, il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau juste corporel. Donc, on peut faire le scan corporel. Donc, juste allonger sur un endroit vraiment confortable. On peut emporter... Puis encore là, si le parent est allongé avec l'enfant, c'est encore mieux. Mais tu sais, juste d'apporter l'enfant à prendre conscience de la sensation physique puis de ce qu'il ressent dans chacune des parties de son corps. Puis de le faire guider avec lui des pieds à la tête. Parce que comme, tu sais, prends conscience de comment tes pieds, c'est quoi un pied, tu sais, puis comme juste, puis là l'enfant, des fois il peut peut-être bouger son pied, puis là son attention est portée sur son pied, tu sais, puis de le guider à travers comme là on va prendre plus la jambe, tu sais, serre ta jambe, descends ta jambe, de l'apporter juste d'orienter son attention vers les parties de son corps, ce qu'on appelle un scan corporel, puis encore là ça détend. Puis l'orientation est moins sur la respiration. C'est plus sur le corps au complet à ce niveau-là. Donc ça peut être bien. Et le fameux massage pizza dans le dos, c'est ma collègue, Mme Genève, qui m'a présenté cette pratique-là. Je la connaissais pas. Je vais la laisser l'expliquer. C'est quand même assez intéressant comme pratique. Oui, donc c'est une pratique qu'on montre surtout aux plus petits parce que ça apporte l'imagination, le massage, les plus petits. En majorité, ils aiment ça avoir des petits massages dans le dos. C'est quelque chose que je pratique aussi avec mon garçon à la maison. Puis, dans le fond, au lieu de juste faire un petit massage dans le dos ou faire un soleil, bien, on fait une pizza. Fait que là, on apporte l'enfant à imaginer aussi ce qu'il veut mettre sur la pizza. Nous, on va aller dans... si l'enfant, il dit, on va mettre... des crottes de nez, toutes sortes d'affaires. C'est pas grave, on y va avec. On en met, puis on y va sans jugement, puis l'enfant a beaucoup de plaisir. C'est dans le plaisir, mais ça apporte aussi l'enfant à s'imaginer, mais aussi avec un beau petit massage relaxant. Puis après ça, s'il veut, il peut nous le faire. On rajoute, une fois qu'il est prêt, on met ça au four. On peut vraiment y aller... dans toutes sortes de volets, même d'agir en tant que cuisinier. Donc, on dessine vraiment... On le dessine dans le dos, là. Oui, on fait la pâte. On met de la pâte, on met de la sauce. On commence avec ça. On y va comme qu'on veut. On fait la pâte, on met la sauce, les pepperoni. Exactement. All dress, tu mets tous les légumes. OK. Ça va te donner. Ben oui. Ben, mon garçon a 4 ans. Fait que c'est ça. Oui. Encore là, là-dedans. c'est pour les parents, ça peut être super aussi de faire ça à ce niveau-là. Donc, encore là, au niveau corporel, d'autres choses qu'on peut proposer, c'est la posture de l'arbre, donc qui va favoriser la concentration puis le retour au calme souvent. Donc, je pense à des enfants
moi, dans un contexte scolaire, des enfants qui présentent déjà peut-être une proclivité pour l'hyperactivité, pour le besoin de bouger, on peut développer leur habilité à l'équilibre. C'est important, l'équilibre aussi. Puis il y a des façons de faire comme l'exercice, la posture de l'arbre. Puis je vous invite aussi à regarder les ressources qu'on va donner dans le podcast. L'enfant va lever son pied, mettons, gauche, sur son pied droit, un petit peu au-dessus du genou. Puis là, déjà là, il est sur un pied. Fait que là, ça se pratique. Peut-être qu'il manque son cou. Puis le papa, maman le font avec l'enfant aussi. Fait que là, peut-être qu'il voit que papa, maman, ils ont de la difficulté aussi avec la posture puis l'équilibre. Puis là, l'enfant doit lever ses bras dans... Ça ressemble un peu à du ballet, là. Je vous invite à regarder l'image. Mais à ce niveau-là aussi, c'est un exercice de relaxation puis qui peut aider l'enfant aussi. Puis là, c'est comme, OK, on est capable de tenir 10 secondes, en 15 secondes. Puis ça demande de la concentration. Fait que veux pas, l'enfant, quand on se donne des petits objectifs comme ça, des petits défis, c'est super le fun après ça pour l'enfant. Hey, tu te rappelles-tu, hier ou la semaine passée, on a tenu 10 secondes ou 8 secondes ensemble. Est-ce qu'on peut faire 10 secondes cette fois-ci ou 11 secondes? Tu sais? Puis d'instaurer ça dans une routine où est-ce qu'on essaie d'atteindre l'objectif, ça peut être cool. Et finalement, le spaghetti dur, spaghetti mou. On aime bien la nourriture. C'est ça, plus j'ai faim. C'est ça. Fait que c'est la méthode aussi appelée tendu-détendu, où est-ce qu'on va juste appeler l'enfant à contracter ses muscles, à les décontracter. Puis encore là, ça le connecte avec ses muscles, avec ses sens. Donc, on peut alterner entre contraction puis détraction au niveau des jambes, au niveau des mains, au niveau des biceps, des bras. Ça peut peut-être intéresser des garçons, peut-être en préadolescence. Peut-être moi, la respiration, ça m'intéresse moins. L'arbre, non merci. Peut-être qu'ils veulent contracter, décontracter. Puis encore là, ça les connecte avec eux-mêmes, puis ça a vraiment des bienfaits. Fait que, on en aborde plusieurs. On fait ça quand, ces exercices-là, par exemple? Une bonne question. Pendant une crise, tout de suite après, avant un exercice de concentration, par exemple? Ouais. Ou, tu sais, c'est quand, là, pour un parent qui n'a aucune idée? Donc, le premier conseil que je veux donner aux parents, c'est de choisir le bon moment. Dans la semaine, de peut-être penser à notre semaine puis de se dire quelle journée qui est la moins occupée. Tu sais, c'est quand le meilleur moment pour nous en tant que parents. Là, tu sais, le travail est difficile, c'est stressant. On arrive à la maison, et les lundis, peut-être un retour de fin de semaine, c'est peut-être pas la meilleure solution pour certains parents. Il y en a d'autres qui vont dire hey, après une fin de semaine, relax. Peut-être qu'un lundi soir, j'aimerais ça, instaurer ça avec mon enfant. Donc, choisir le bon moment au niveau de la journée, au niveau de la semaine, mais aussi le bon moment, j'ai envie de dire, émotionnellement pour le parent. Si le parent n'a peut-être pas eu une bonne journée, encore une fois, on veut que le parent soit intégré dans cet exercice-là, ça va peut-être pas être le meilleur instructeur, le meilleur pédagogue, s'il n'a pas eu une bonne journée émotionnellement, physiquement, si le parent il est juste raqué ou s'il est fatigué physiquement, faire l'arbre, ça va être un peu plus difficile. Donc, de choisir le bon moment pour les parents, c'est un conseil qu'on aime donner. On veut créer un environnement qui est propice aussi puis apaisant pour ces exercices-là, de peut-être former des habitudes et des rituels où est-ce que comme, hey, tu te rappelles, nos exercices de relaxation, on les fait toujours dans la chambre. Puis ça, c'est un conseil que je vais donner aux parents parce que, mettons, la chambre, elle a déjà préalablement été comme épurée. Il y a moins de stimuli pour les enfants, c'est plus calme des fois. Ou c'est peut-être pas la chambre, ça va être le salon. Ou juste qu'on fasse toujours nos pratiques au même endroit. Souvent, le salon, c'est un bon endroit parce que des fois, il y a un tapis aussi dans le salon. Donc, ça peut être un bon endroit pour faire des exercices au sol. Mais de créer un bon endroit où est-ce que, comme surtout des jeunes enfants, ils ont moins de distractions. Puis qui sont plus portés à faire la technique. Donc, on ferme la télé. On ferme la télé, ça, c'est puis on cache la manette. Oui. À ce niveau-là, c'est un bon conseil. Puis encore là, quand on parle de créer une routine, c'est de choisir, de rendre ça régulier. Qu'il y ait une régularité dans l'exercice, dans la pratique des exercices, où est-ce que, comme, si c'est le mardi soir ou si c'est le samedi matin le meilleur moment, on essaie de garder ce moment-là. Puis ensuite, si le parent veut le faire à chaque jour, go for it. Je pense que si on mise sur la qualité, ça ne nous empêche pas de faire beaucoup d'exercices. Donc, si le parent il se dit hey, moi, j'aimerais ça 5 minutes à chaque jour, parfait. Mais ça va être essayer de le faire au même moment. Peut-être après souper, peut-être avant le coucher, ça peut être un bon moment. Avant le dodo, ça peut aider. Surtout les jeunes enfants, ce qui porte sur la respiration, ça va beaucoup aider. Je pense que c'est un bon conseil où est-ce que peut-être avant le dodo, j'irais peut-être pas vers du physique corporel où est-ce qu'on va faire bouger l'enfant, puis peut-être plus la relaxation dans le lit, ça peut être un bon... peut-être le scan corporel où est-ce que l'enfant il est déjà couché, ça peut être un bon moment, puis ça peut le détendre, ça peut favoriser le sommeil. Mais même la pizza avant le dodo, que le parent le fait et non l'enfant.
qu'il reste couché, puis il imagine, puis il part, puis il rêve de la pizza. Ah Miam, ouais, ça fait des bonne beaux pizza. rêves. Il se réveille le lendemain, puis il a faim pour le déjeuner. Ouais, un autre conseil que je veux donner aux parents, c'est d'utiliser des techniques qui sont courtes puis qui sont adaptées à l'âge. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais vraiment juste 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Juste, on va faire 5 respirations ensemble. Puis ces 5 respirations-là, à chaque jour ou plusieurs fois par semaine, à un moment donné, l'enfant, il développe des habitudes. Puis ça devient facile de construire sur ces bases-là. On n'est pas obligé de travailler avec, tu sais, de faire un exercice de respiration de 20 minutes pour commencer, où est-ce que l'enfant, ça ne tente pas, puis il est surstimulé. Puis, tu sais, commençons avec 1 minute à chaque jour, puis ça va construire des bases pour la suite. Puis finalement, ben, c'est un conseil, je l'ai mentionné beaucoup, mais participer avec les enfants. Oui. Pour les parents, ça va vraiment aider au niveau de, comme, tu sais, fais cet exercice-là, ben, tu sais, je pense, il faut que tes bobines suivent il faut que je me suis trompé, il faut que tes babines suivent tes bottines. Ouais, c'est ça. Puis pour les parents, des fois, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent dire à l'enfant peut-être quoi faire ou comme quoi... c'est ça, au niveau de l'exercice de respiration, comme fais ça, puis moi je le ferai pas, mais ça va toujours être mieux si le parent il le fait avec l'enfant. Ça va surtout être. Ça va lui permettre d'enseigner plus facilement. Tout à fait. Donc, plus l'enfant va pratiquer les exercices quand il va bien, plus il va être en mesure de les mettre en application quand il va moins bien. Oui. Fait que quand il connaît bien les stratégies, ça va être plus facile pour lui de les mettre en application au besoin, soit s'il est stressé, fâché ou dans une situation à l'école ou autre, quand son parent n'est pas là, plus il va être capable de les utiliser de façon plus autonome. Puis vous voyez ça, mais toi qui travailles maintenant avec les ados, est-ce que tu le vois que les gens les ados sont capables de le faire eux-mêmes? Est-ce qu'ils développent ce réflexe-là, de ce que tu vois, là? Bien, quand je les vois pas nécessairement le faire, comme ils vont plutôt se cacher pour le faire, soit à la salle de bain ou dans des moments où ils sont plutôt seuls ou moins gênés devant les autres. Mais oui, ils vont définitivement me dire qu'ils l'ont utilisé, puis ils vont l'apprivoiser comme qu'ils veulent. Comme par exemple le carré, bien, j'ai une adolescente qui va le faire sur sa cuisse. Fait qu'elle trace son carré. En salle de classe. Oui, en salle de classe, Ça à la salle de bain. Ça a l'effet que ça doit avoir. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres petits trucs, d'autres dernières affaires avant qu'on conclue? Dans le fond, Peut-être. moi, je voudrais juste dire, pour les parents, là, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Gênez-vous pas de mettre de la musique, de faire les exercices en dessous de la table, de la cuisine avec une petite cabane, de vraiment rendre ça adapté aux enfants, aux adolescents. Dans l'auto, on jase, on se promène en voiture, puis on fait des stratégies. Ouais. Je pense que ça fait référence au jeu beaucoup, tu sais, qu'on mentionnait au courant de la discussion. Si l'enfant ne réalise pas qu'il fait des exercices de respiration dans la tente, en dessous de la table, puis qu'il a du plaisir, ou moi, je pense aux enfants qui, avec le dragon, qui soufflent dans le dragon, puis qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de le faire. Puis je pense que plus ils sont jeunes, plus c'est important aussi d'instaurer ça. C'est ça, puis peut-être que de réaliser que tu es en train de le faire, c'est peut-être pas ça qui est important pour l'instant aussi. C'est peut-être juste d'apprendre à le faire, puis le jeu, c'est vraiment important à ce niveau-là. D'agir en tant que modèle. Tout à fait. De partager eux aussi comment ils font pour ramener leur respiration. Puis, de vraiment d'offrir du renforcement positif pendant, de dire « Wow! Comme, hey, tu tiens bien ton arbre. Oui. Comme, tu fais bien ça. Oui. C'est un bon commentaire. Excellent. Ben merci. J'ai adoré. Oui, je me sens calme. J'ai pris plein de belles respirations. Geneviève, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Janiel également. Plein de bons trucs. Franchement, j'ai trouvé ça le fun. Puis, tu sais, pour tous les âges aussi, ça, je pense que c'est le fun. Puis, il y en a que je sais que moi, je peux faire. Là. Celui du... tous les âges. Celui du scan corporel, là, moi, je l'avais entendu pour les adultes, pour s'endormir. Oui, absolument. Donc, avis aux parents qui écoutent. Très dangereux, parce que là, immédiatement, tu tombes endormi. Oui, mais ça peut être très bien aussi, parce que les parents aussi, on a de la misère à dormir des fois. Hein? Alors voilà ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a été utile et que vous vous sentez un peu plus zen qu'au départ. N'hésitez surtout pas à nous donner vos commentaires. Vous pourrez aussi aller voir là, les ressources qu'on partage. Et puis, on se revoit très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt!